Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. J'espère que vous avez passé une belle fête internationale des travailleurs en ce 1er mai. Lundi dernier, un tribunal d'Istanbul a condamné Osman Kavala à la prison à perpétuité aggravée et 7 co-accusés à 18 ans de prison. Des urbanistes, des avocats, parmi eux Can Atalay, un de mes amis. Ils sont accusés d'avoir tenté de renverser le gouvernement pour avoir fomenté la révolte de Gezi, un mouvement spontané de protestation contre le régime d'Erdogan en 2013. La 13e cour pénale d'Istanbul a rendu son verdict dans le procès dit de Gezi. Osman Kavala a été condamné à la perpétuité aggravée, la peine maximale, pour avoir tenté de, je cite, renverser le gouvernement de la République de Turquie. Cet autre prévenu, l'architecte Mücella Yapıcı, la documentariste Çiğdem Matar, le militant des droits civiques Ali Hakan Altınay, la réalisatrice Mine Özerdan, l'avocat Can Atalay, l'universitaire Tayfun Kahraman et le fondateur de nombreuses ONG turques Yiğit Ali Emekçi ont été condamnés à 18 ans de prison chacun pour complicité du même chef d'accusation. Les 7 intellectuels qui comparaissaient libres ont été arrêtés et incarcérés à l'issue de l'audience. Parmi les 3 juges qui ont rendu ce verdict, l'un d'entre eux, Murat Bircan, avait été candidat pour être député sous les couleurs de l'AKP. Les avocats de la défense avaient demandé le dessaisissement de Bircan pour ce motif, mais la demande avait été rejetée. L'accusation s'est basée essentiellement sur des écoutes téléphoniques ordonnées par un procureur guleniste aujourd'hui en cavale, Muammer Akkaş. Le commissaire qui avait préparé le dossier, Nazmi Ardinç, est quant à lui en prison. À l'époque, les gulenistes, qui étaient tout-puissants dans la justice et la police, avaient préparé le terrain à Recep Tayyip Erdogan afin d'emprisonner les opposants. Mais quelques mois après, la dispute éclate entre les alliés de longue date et en 2014, la justice passée sous contrôle de l'AKP déclare que les preuves amassées par les gulenistes sont, je cite, illégales et donc irrecevables. Car entre-temps, ces mêmes magistrats avaient amassé des preuves accablantes contre les responsables de l'AKP et en premier lieu Recep Tayyip Erdogan. Pour justifier leur utilisation de ces écoutes déclarées pourtant illégales, le tribunal a expliqué revaloriser ces pièces, un terme qui n'a pas de définition juridique. L'un des 3 juges s'est aussi opposé à ce verdict, en raison de l'utilisation de ces preuves qu'il a déclarées illégales. Gezi représente un tournant dans le pouvoir d'Erdogan, la première contestation de masse à laquelle il a dû faire face en 2013. Simple protestation initiée par un groupe d'écologistes qui s'opposait à la destruction d'un parc sur la place de Taksim, la révolte s'est répandue dans toutes les villes du pays. 8 personnes ont perdu la vie, dont Berkin Alvan, un enfant de 15 ans sorti de chez lui pour aller acheter du pain et tué par un projectile lancé par la police. Erdogan avait dit à l'époque que la police avait été légendaire. Ces peines extrêmement lourdes ont provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique ainsi que dans la rue. De nombreuses réactions ont suivi l'annonce du verdict du procès de Gezi. Kemal Kılıçdaroğlu, le chef du principal parti d'opposition, le CHP, a déclaré « Je vais laisser de côté les notes que j'avais préparées pour mon discours pour être la voix des millions condamnés aux ténèbres et vous dire à quel point je suis en colère. Nous allons lutter contre ceux qui s'allient aux barons de la drogue, contre ceux qui enterrent l'honneur du pays dans les jardins des consulats, contre ceux qui soumettent la justice aux décisions politiques en renvoyant le pasteur Bronson sur ordre politique et en prenant en otage nos propres citoyens. En somme, nous allons lutter contre ceux qui vendent notre patrie. Nous devons nous serrer les coudes. Lorsque l'un d'entre nous a faim, personne ne peut se sentir rassasié. Lorsque l'un d'entre nous est dans les ténèbres, aucun de nous ne peut être dans la lumière. Il ne peut pas y avoir de justice issue de tribunaux fabriqués de toutes pièces. Qu'est-ce que Gezi? C'est la voix de notre jeunesse qui crie la liberté dans l'histoire de la démocratie de notre pays. C'est une révolte à l'oppression. Osman Kavala a été condamné à la prison à perpétuité pour un procès où il avait été auparavant acquitté. Meral Akşener, la présidente du İYİ Parti, parti de la droite nationaliste, a aussi eu des mots très durs contre ce verdict. Elle a dit « Chaque période de notre histoire
comporte des enfants courageux de notre pays qui ont crié « Vive la liberté, à bas la tyrannie ». Hier, on a assisté au gala des théâtres du palais à travers le procès d'Osman Kavala. Ce n'est qu'une des tragédies de justice parmi des milliers d'autres, une tragédie qui a blessé la conscience de la nation et qui a porté un coup à l'unité de notre peuple. Encore une autre preuve qu'à côté des pouvoirs exécutifs et législatifs, le pouvoir judiciaire est également devenu le jouet de ces personnes gâtées du palais dans leur table de narguilé. Autre son de cloche chez le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan. En parlant de Kavala, il a dit « Cette personne était l'homme de Soros en Turquie. Notre justice a tranché et ça a dérangé les cercles habituels. Je suis désolé, mais il y a une justice dans notre pays. Il y a une institution judiciaire. Et ils ont rendu leur verdict pour faire appliquer le droit. » Même tonalité chez Devlet Bahçeli, le chef du MHP, le parti d'extrême droite allié au pouvoir. Celui qui appelait il y a quelques mois à la dissolution du Conseil constitutionnel a cette fois-ci déclaré « Il faut respecter la justice ». De nombreuses manifestations spontanées se sont déroulées dans les grandes villes pour protester contre ce verdict. À Istanbul, plus de 20 personnes ont été interpellées par les forces de police. Après avoir entendu le verdict de Gezi, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdoğan s'est envolé en Arabie Saoudite pour une rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Cette visite s'est déroulée quelques semaines après que le procès de Jamal Khashoggi ait été enterré. Moins d'un mois après avoir enterré le dossier de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné sauvagement au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le président et chef de l'AKP s'est rendu au royaume saoudien pour un entretien avec le prince héritier Ben Salman. Une délégation d'officiels a suivi Erdoğan. Parmi eux étaient présents le porte-parole du président Ibrahim Kalın, le ministre de la Défense Hulusi Akar, le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu, le ministre du Commerce Mehmet Mouch, le ministre de la Culture et du Tourisme Mehmet Nuri Ersoy et le ministre de la Justice Bekir Bozdağ. Après un entretien avec le commanditaire présumé de l'assassinat de Khashoggi, le prince héritier Ben Salman, la délégation s'est rendue à la Mecque pour une visite des lieux saints de l'islam. Sur les relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, le président et chef de l'AKP a déclaré « Je crois que notre visite inaugurera une nouvelle ère dans les relations entre nos pays. Nous avons démontré notre volonté commune de développer nos relations sur la base du respect et de la confiance réciproque, de la manière la plus claire et au plus haut niveau. Nous sommes déterminés à poursuivre cet effort pour nos intérêts communs et pour la stabilité de notre région. J'espère que nos efforts conjoints avec l'Arabie Saoudite profiteront à nos pays et à notre région. Je souhaite que le Ramadan, le mois de la paix, de l'amitié et de la solidarité, soit déterminant pour la paix, la stabilité, l'unité et le renforcement du climat d'affection dans toute la géographie islamique. Je voudrais souligner que nous avons vu beaucoup d'amitié et de proximité de la part de nos frères en Arabie Saoudite lors de notre visite. Erdoğan a également exprimé le désir de se rapprocher de l'Égypte ainsi que d'Israël. Sur la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, Erdoğan a continué. Honnêtement, je pense que l'élimination des extrémistes aux élections françaises et leur défaite est une victoire pour le monde, parce que la plupart de nos problèmes sont dus aux extrêmes. D'ailleurs, je disais à mes amis, maintenant nous connaissons Macron, nos relations ont atteint un certain niveau. Par conséquent, la victoire de Macron sera beaucoup plus bénéfique pour les relations entre la Turquie et la France. Mais surtout, je pense que Macron a suivi une politique intelligente, parce qu'il s'est avéré que les opposants à Macron ne savaient pas très bien analyser la structure sociologique de la France. Autrement dit, leur démonstration très claire de leur hostilité à l'islam, notamment leur attitude extrême à l'égard du foulard et leur pratique envers les musulmans, ont bien sûr propulsé Macron en tête du second tour. Et surtout, le succès de M. Macron dans la dernière émission de télévision l'a aidé à remporter l'élection, à mon avis. Le président et chef de l'AKP est rentré en Turquie après cette visite qui a duré 2 jours. Ruşen Çakır est revenu sur cette dichotomie entre un Erdoğan impitoyable à l'intérieur et Colombe à l'extérieur. Il apparaît bien que les condamnés n'ont pas été condamnés sur des accusations concrètes, mais sur décision du pouvoir politique. Ce tribunal aura juste servi à ce que l'on leur annonce cette décision,
pour qu'il soit incarcéré en hâte et emprisonné. Dans d'autres dossiers similaires, ils auraient pu ne pas être incarcérés malgré leur condamnation, mais là ils l'ont été. De toute façon, Osman Kavala était déjà détenu depuis de nombreuses années, sans être coupable de quoi que ce soit. Il a été condamné à de la prison à perpétuité aggravée pour un procès où il avait été d'abord acquitté. Et après cet acquittement, il avait été inculpé d'espionnage. Puis, il a été acquitté de ce chef d'accusation et rejugé pour le premier chef d'inculpation où il a été acquitté. Pourquoi est-ce que ça s'est déroulé comme ça? On connaît tous la réponse. Parce que le président Erdogan l'a voulu ainsi. D'ailleurs, il a bien précisé, il a dit « Là, il n'y a plus de Cour européenne des droits de l'homme ou je ne sais quoi encore ». En parlant de Kavala, il a dit « C'est l'homme de Soros en Turquie et donc il mérite cette peine ». Mais il n'y a aucun sens à cette affirmation de Soros de Turquie, parce que Soros est quelqu'un de parfaitement libre, il est d'ailleurs assez âgé et n'est pas du tout inquiété par la justice du pays où il vit. En disant ça, Erdogan essaye de dresser un tableau comme si Soros était un criminel emprisonné là où il vit, aux États-Unis ou autre, et qu'il s'agissait d'emprisonner notre Soros, le Soros de Turquie. Cette histoire ne tient absolument pas. Et d'ailleurs, il est de notoriété publique qu'Erdogan lui-même a tenté d'avoir de bonnes relations avec Soros lors des premières années de son pouvoir et qui se sont vues à plusieurs reprises. Il n'y a plus rien de surprenant dans ces tentatives d'Erdogan, mais juste après ça, il est parti en Arabie Saoudite. Et avec qui a-t-il pris la pose en s'étreignant? Le prince héritier Mohammed Ben Salman. Qui est Mohammed Ben Salman? Celui qui est tenu responsable par Erdogan de la torture et de l'assassinat sauvage de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Erdogan a d'ailleurs porté cette affaire de manière très vocale pendant assez longtemps. Peut-être que l'opinion publique turque ne s'intéresse pas tellement à cette affaire, mais je pense qu'il est important de le souligner assez fréquemment. Donc il est allé s'étreindre avec cette personne. Et pourquoi donc? En fait, il y a tout un processus qui nous y a conduit. Il voulait aller en Arabie Saoudite, mais pour ce faire, l'Arabie Saoudite lui a imposé d'enterrer le dossier de Jamal Khashoggi. Le dossier a donc été enterré, et Erdogan s'est rendu en Arabie Saoudite pour prendre le prince héritier Mohammed Ben Salman dans ses bras. Il a aussi rencontré son père, mais c'était Mohammed Ben Salman qui était le plus important. Et en plus, il n'y est pas allé seul, il y a emmené la quasi-totalité des membres de son gouvernement. Il y avait aussi le chef des services de renseignement, il y avait même Binali Yıldırım, qui n'occupe d'ailleurs aucune fonction, on se demande ce qu'il faisait là. Ils ont pris des photos et ils ont parlé d'argent. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les photos du ministre de l'économie, Nureddin Nebati, parler avec Mohammed Ben Salman. Il s'agit donc de trouver les financements pour pallier ne serait-ce qu'un peu à la crise économique en Turquie. Mais on a rapidement vu, dans The Guardian, les commentaires des responsables saoudiens préférant rester anonymes. Ils ont dit en gros, ce sont eux qui sont venus à nos pieds, ce seront nous qui fixerons les règles. Et il est évident que là, c'est l'Arabie Saoudite qui fixe les règles. Et en rentrant, Erdogan a dit que ce sera la même chose avec Israël et l'Égypte, qu'il pourrait bien y avoir des rencontres au sommet avec ces pays. D'après ce que j'ai compris, Erdogan voudrait bien rencontrer Sisi, chose qui paraissait impensable il y a quelques mois de ça. Donc lorsqu'on regarde la situation dans sa globalité, que voyons-nous? Nous voyons un Erdogan qui est tout simplement impitoyable avec ses concitoyens, et qui devient très mesuré, très compréhensif, qui pardonne des personnes contre qui il dirigeait des accusations très graves, et ce pour différentes raisons. À vrai dire, on ne sait pas ici qui pardonne qui exactement. C'est quelque chose de discutable parce que je ne suis pas vraiment sûr que Mohammed Ben Salman avait une attente de se faire pardonner par Erdogan. Parce que comme le dit le responsable saoudien qui a parlé à The Guardian, ce sont eux qui sont venus, c'est nous qui fixons les règles. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.